Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Contrepoints de la santé ce mercredi 30 avril en matinée, enregistré à la Ville AM, et nous sommes très heureux de nous retrouver avec Renaud de Gasson, Philippe Leduc, que nous saluons ce matin, sur le thème de la lutte contre les déserts médicaux et sur l'installation des médecins. Le titre de notre émission, l'exercice médical face à l'impatience des Français. L'actualité, il faut le dire, est brûlante sur le sujet au lendemain d'une manifestation, on verra comment on la qualifie, une grande manifestation, une belle manifestation, en tout cas sous le soleil, à Paris et dans plusieurs villes de France, dans plusieurs grandes villes universitaires, une manifestation unitaire, ça on peut le dire, et notamment menée par les organisations syndicales et beaucoup de jeunes, hein. Effectivement, nous avons vu beaucoup de jeunes, avec le déclenchement également, alors c'est pas très clair, hein, mais vous nous expliquerez d'une annonce d'une grève des soins dans les cabinets, mais pas dans tous, et peut-être à l'hôpital, mais pas dans tous, enfin nous verrons cela avec vous, et après évidemment le discours du Premier ministre François Bayrou à Puycapelle. Vous savez que Puycapelle est la fusion de Calvinet et Mourjoux en 2019. Au moins, vous n'êtes pas venu pour rien, vous le savez maintenant. Dans le Cantal, le Premier ministre dans le Cantal a dit que les déserts médicaux sont le symptôme le plus aigu et le plus persistant, je le cite, de notre fracture territoriale. La situation serait même explosive, selon notre excellent confrère que nous aimons beaucoup, La Montagne, et qui est un spécialiste de vulcanologie. Voilà donc un sujet qui intéresse au plus haut point les Français, mais aussi les élus de la République, et en particulier l'un d'entre eux. Guillaume Garot, vous êtes ancien ministre socialiste, et vous êtes député toujours socialiste de Mayenne, de la belle ville de Laval, pardon. Et vous avez été d'ailleurs le héros, peut-être malgré vous, vous nous le direz, de la manifestation des manifestations des jeunes hier à Paris et dans les villes de province. Nous vous avons beaucoup cité, nous avons vu, entendu votre nom très souvent cité. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir et d'avoir ce débat ce matin avec vous. Vous portez les propositions au travers d'un projet de loi qui a pris votre nom, une PPL, la PPL Garot, et qui soulève à la fois de l'intérêt, puisque vous avez mené cette PPL est transpartisane et soutenue donc par plusieurs associations de patients, dont, excusez du peu, France Asso Santé, nous l'avons bien repéré, et évidemment des oppositions de la communauté médicale, dont les syndicats, mais aussi l'ordre des médecins. Je rappelle que votre PPL, dont l'examen reprend le 5 mai, dans quelques jours, précède une autre initiative, celle du président de la Commission des affaires sociales du Sénat, Philippe Mouillet. Autant dire que nous sommes en pleine actualité, comme il se doit, avec les contrepoints de la santé. Avec vous, Guillaume Garot, nous recevons la nouvelle présidente de la conférence des doyennes et doyens de médecine, la professeure Isabelle Lafont. Vous êtes doyenne, donc, évidemment, et doyenne de la faculté de médecine qui nous est chère, celle de Montpellier. Les questions de formation, effectivement, médicale sont au centre de ces sujets. Nous recevons également une nouvelle présidente, Dr Anna Boctor. Merci d'être avec nous. Vous êtes pédiatre et donc la nouvelle présidente du syndicat Jeunes Médecins. Et le docteur Kylian Lelgouarche. Pour un Méditerranéen, mon cher Kylian, c'est toujours difficile. Kylian Lelgouarche, vous êtes... Alors vous n'êtes pas nouveau président, on vous rencontre souvent, vous êtes un habitué de nos plateaux, et vous êtes le président des internes, c'est-à-dire de l'ISNI. Nous remercions nos partenaires, Pasteur Mutualité, Care, Point Vision, Via Voice. Nous saluons tous les dirigeants et présidents de ces entreprises. Renaud, la première question. Merci Pascal, bonjour à tous. Une première question, on va prendre la température, après c'est la séquence décrite par Pascal. Ce matin, lendemain de manifestation, un petit tour de table. On reviendra en détail sur les mesures, sur les propositions, essayer de voir clair sur l'ensemble de ces propositions. Je pense que beaucoup sont perdus. Mais déjà, la température, on en est où dans la mobilisation? Déjà, je vais demander à nos amis syndicalistes, on en est où dans la mobilisation? Quel est votre état d'esprit ce matin? Alors, on est très heureux d'avoir vu cette merveilleuse mobilisation qui s'est mise en place depuis lundi, parce qu'on a appelé la grève illimitée à partir de lundi dernier, et aussi la manifestation qui a eu lieu à Paris hier et dans les grandes villes de France, qui a mobilisé énormément de jeunes médecins, d'internes, d'étudiants en médecine. Donc ça, on le salue. Vous avez des chiffres de la police et des chiffres chez vous? Ça Alors, se passe comment? il y a eu environ entre 8 et 10 000 manifestants
manifestants à Paris. Donc c'est quand même énorme, c'est historique. Et plus d'un interne sur 2 grévistes depuis le début de la grève. Donc ce qu'on dit à nos troupes, entre guillemets, c'est qu'il faut continuer. Il ne faut pas relâcher ses efforts parce que cette grève, on l'a fait jusqu'au retrait pur et simple de la loi de Monsieur Garot. On va en discuter. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici et un plaisir de pouvoir échanger, je dirais, enfin avec Monsieur Garot, puisque c'est vrai que malgré les multiples sollicitations depuis septembre dernier où j'ai été élu à la tête de la présidence, c'est vrai que ça a été compliqué le dialogue, et je pense que la raison pour laquelle on en arrive effectivement à une grève illimitée depuis lundi dernier, c'est aussi cette raison-là, c'est que on a toujours été source de propositions et de dialogue pour essayer de trouver et co-construire des solutions tous ensemble avec les élus de la République, mais aussi avec l'ensemble des professionnels de santé. Et c'est vrai qu'on en arrive à cette manifestation qui a été, comme Anna l'a dit, d'une grande qualité partout en France, qui a mobilisé plus d'un interne sur 2 en grève, ce qui est exceptionnel, et qui va continuer sur les jours à venir, évidemment, comme l'a dit Anna, puisque nous, ce qu'on demande, c'est évidemment le retrait de la proposition de loi. Avant de vous donner la parole, Monsieur Garot, professeur Lafont, comment vous avez observé cette mobilisation? Peut-être aussi vous-même participé, je ne sais pas. Quel est votre sentiment en ce mercredi matin? Alors d'abord, merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer à cette émission. Alors les doyens n'étaient pas dans la rue beaucoup, je ne crois pas. En revanche, les doyens et les doyennes, on est très heureux de voir les mobilisations des étudiants et des jeunes médecins parce qu'on va avoir besoin de vous. On a déjà beaucoup de sujets en commun avec les étudiants, j'aurai l'occasion de m'exprimer là-dessus. Et donc votre mobilisation, c'est le sens des responsabilités et on va en avoir besoin. Monsieur Garot, là vous êtes cerné. Voilà, vous avez l'habitude. Je pense que non, c'est pas une question d'habitude. Oui. C'est que il y a un dialogue qui existe et il devra continuer de toute façon. Voilà. De toute façon. Votre sentiment est justement sur cette réflexion de manque de dialogue. Vous avez vu hocher la tête. Bon, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais voilà. Le dialogue justement. Comment c'est aujourd'hui, ce matin, vous dites il faut que ça continue. Peut-être un mot de comment ce dialogue vous l'avez vécu en amont, peut-être. Oui. Le dialogue, il existe avec l'ensemble des acteurs du sujet. Et l'ensemble des acteurs, c'est bien sûr les professionnels que vous représentez, mais pas seulement. Moi, je dialogue, et nous dialoguons dans notre groupe de travail transpartisan à l'Assemblée nationale, aussi avec les associations d'usagers. Vous avez cité une association, France Info, Asso Santé, pardon, et il y en a quelques autres, beaucoup d'autres, j'allais dire. Il y a aussi tous les élus locaux, dans une diversité d'acteurs et de représentants. Il y a aussi d'autres professionnels de santé que nous avons, dans notre groupe de travail transpartisan, auditionnés depuis maintenant bientôt 3 ans. 3 ans. Notre groupe de travail, comment il est né? Il est né parce que dans nos permanences, quand on est sur le terrain, on est confronté chaque semaine à la détresse des gens. Et quand je dis la détresse, ce n'est pas des mots en l'air. Vous avez des gens qui vous appellent, vous avez des gens qui vous écrivent, vous avez des gens qui viennent frapper à votre porte et qui sont complètement démunis parce qu'il n'y a plus de médecins. En tout cas, chaque fois qu'ils appellent, on leur dit « Ah non, on ne prend pas de nouveaux patients ». Et c'est vrai pour des généralistes, c'est vrai aussi pour les autres spécialistes. On leur dit, revenez dans plusieurs semaines ou plusieurs mois même. Hein, c'est pas à vous que je vais apprendre les délais d'attente pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo ou chez le dermato. Bon, nous élus, on est confrontés à ça. Et donc, il faut bien, nous qui sommes élus pour apporter des solutions, nous qui sommes élus en charge de l'intérêt général, apporter des solutions parce que tout ce qu'on a fait, j'allais dire tous ensemble, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, n'a pas produit les résultats qui étaient attendus. Et pourtant, c'est pas faute d'y avoir travaillé, c'est pas faute d'y avoir mis beaucoup d'argent public. Donc, à un moment donné, admettez que les élus cherchent des solutions nouvelles. On va y revenir justement en détail. C'est l'intérêt de cette débat. Des solutions nouvelles. Et vous savez, on est des gens assez pragmatiques. On regarde ce qui existe dans notre pays pour d'autres professions de santé, par exemple. On regarde ce qui existe aussi à l'étranger.
Et à partir de là, on se fait une conviction. Et donc, nous avons travaillé dans ce groupe transpartisan avec, c'est quand même assez rare pour le noter, avec des députés de gauche, de droite, du centre, voilà, tous ensemble depuis 3 années. Et je pense qu'il y a peu d'exemples à l'Assemblée nationale et au Sénat où vous avez des députés de sensibilités différentes, enfin aussi différentes, être capables de se réunir chaque semaine, le mercredi après-midi, pour produire ensemble des propositions. Encore que la situation parlementaire, la situation démocratique dans notre pays aujourd'hui, l'actualité finalement fait qu'il y a des situations de ce type possibles. Je rappelle que d'ailleurs, pour être très précis, votre proposition de loi a été refusée en commission des affaires sociales, de justesse, et ensuite vous l'avez réintroduite à l'Assemblée nationale en séance, c'est ça. Enfin, expliquez-nous un petit peu le mécanisme. Oui. Alors, et elle date de 2023, hein, le texte au départ 2023, si j'ai bien compris. Alors, si on veut faire un petit point d'histoire. Oui, c'est intéressant de voir pour recadrer. Pourquoi et comment vous êtes intéressé. Un petit point d'histoire. Je vous ai donné l'origine. Pourquoi, à un moment donné, on se dit c'est plus possible, il faut qu'on avance. On est là en 2022, donc c'est pas 2024, c'est en 2022. Et les uns les autres, députés de ce groupe de travail transpartisan, ont travaillé chacun de notre côté depuis déjà plus longtemps, davantage d'années encore. Et moi, je suis sur le sujet. J'avais déjà, lorsque Marisol Touraine était ministre, je l'avais alerté. J'ai dit, écoutez, Marisol, il y a un sujet qui monte, il faut absolument qu'on traite tout ça. Et il se trouve qu'en 2022, on s'est dit, mais il faut qu'on travaille ensemble, c'est pas possible. Donc, élus de sensibilités différentes. Le groupe de travail transpartisan. Que vous avez répondu, Marisol Touraine? Non, mais c'est pour la beauté pour la beauté historique. Qu'est-ce qu'elle vous avait répondu, Marisol Touraine? Tu as raison, on va s'en occuper. Et puis, bon... Parce qu'elle était restée longtemps. Elle était quand même restée ministre. Mais là, tout à fait. Mais là, on était en 2016, lorsque je lui avais fait part de mon inquiétude. Voilà. Et donc, on a, nous, continué le travail depuis, ensemble, je le disais, depuis 2022, et plus encore depuis 2024, avec cette nouvelle configuration de l'Assemblée nationale que vous évoquez, et qui nous permet de construire des majorités de façon différente, et d'être dans une autre façon, justement, de travailler et de fabriquer la loi. Vous nous la décrivez, votre PPL, parce que maintenant, il y a 4 articles. Certains, évidemment, ont soulevé beaucoup de critiques, enfin, voire d'enthousiasme. D'autres, peut-être un peu moins, on en parle moins. Il y en a 4. Au départ, il y en avait beaucoup plus. Hein. Il y en avait une quinzaine, je crois. Oui, il y avait 16 ça, articles. Et puis, dialogue avec nos invités. Oui, alors, il y a eu 2 versions, en fait. Une première version qui était plus longue, 16 articles, où on couvrait un champ plus large, on rentrait davantage dans le détail de certaines mesures, de certains points, ce qui est normal. Mais à l'Assemblée nationale, si vous voulez être inscrit à l'ordre du jour des travaux, il vaut mieux présenter des propositions de loi plus courtes, avec un temps de débat plus réduit. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons sélectionné parmi ces 16 articles 4 articles qui nous semblaient importants de défendre. Toujours en groupe de travail transpartisan. Bien sûr, qui composent la proposition de loi actuellement. Enfin, majoritairement, il y a quand même des gens plutôt du Parti Socialiste, voire du Parti Communiste, de LFI, la droite. Enfin bon, il y a M. Vigier que nous connaissons bien. Oui, nous l'avons reçu très récemment. Je crois qu'il est proche de M. Bayrou. M. Morel, il nous l'a dit. Quand il y a 255 parlementaires qui co-signent, vous pensez bien que ce n'est pas simplement les gauchistes ou les socialo-communistes qui portent cette proposition de loi. Quand je vous explique qu'elle est transpartisane, et regardez qui a co-signé cette loi. Quand vous avez des députés LR au nombre de 20 sur un groupe de 45 qui ont co-signé cette proposition de loi, ça devrait quand même vous donner une indication sur le caractère réellement transpartisan. Quand vous avez une très grande majorité des députés du groupe MoDem qui l'a signé, co-signé, ça devrait aussi vous donner quelques indications. Voilà. Ce qui explique peut-être que M. Bayrou était un peu... Pour le coup, elle est réellement transpartisane au sens gauche, droite. Je pense que là, le message, il est bien passé, il est très clair. C'est vrai que... peut-être pour revenir sur les 4 articles,
aujourd'hui, juste pour que tout le monde soit au clair, les 4 articles qui sont présentés devant le Sénat maintenant, qui ont été adoptés à l'Assemblée, encore plus clair. Dites-nous où on en est exactement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Voilà. Alors, il y a l'article 1 sur la régulation. Ok, ça, je pense qu'on l'a tous, qui a été voté. Je crois que ça ne nous a pas échappé. Bon. Il y a 3 autres articles. L'un concerne la suppression de la majoration de tarifs pour les patients qui sont sans médecin traitant. Oui, la double peine. Une disposition absolument qui existe. Ensuite, nous avons une proposition qui rejoint d'ailleurs celle du gouvernement sur la création d'une première année de médecine dans chaque département, en lien bien sûr avec la faculté de rattachement. Et puis, enfin, nous avons un article sur la permanence des soins. 4 articles. Il nous reste à examiner les 3 autres articles que je viens de citer devant vous la semaine prochaine. Voilà. Et ensuite, le texte partira au Sénat. Peut-être un commentaire de Anna Boctor. Maintenant que les choses sont posées. Anna Boctor, Kylian Lelgouarch et peut-être... Oui, et peut-être, je vous inciterai à commencer par ce qui ne vous dérange pas et sur lequel vous adhérez, et ensuite on ira sur ce qui vous dérange. C'est un mot un peu faible pour vous décrire. Alors, merci de ces explications. Ce que je peux dire en tant que président du syndicat Jeunes Médecins, c'est qu'on partage le même constat, à savoir la souffrance de la population que nous voyons quotidiennement dans nos cabinets. Donc, nous partageons ce constat et nous partageons le fait que il faille prendre des mesures efficaces pour favoriser l'accès aux soins des Français, parce que nous le vivons au quotidien aussi avec nos patients. Donc nous partageons ce constat. Ça, c'est une première chose qui est extrêmement importante à rappeler. D'ailleurs, je pense que le fait que ce soit une proposition de loi transpartisane, finalement, n'est pas très étonnant, étant donné que ce constat et la lutte contre les difficultés d'accès aux soins pour les Français doit concerner tous les politiques, quel que soit leur bord. Donc c'est pas quelque chose pour moi qui est super percutant de dire que c'est transpartisan, parce que finalement c'est pas étonnant, c'est du bon sens. En effet, et d'ailleurs, l'ensemble de la communauté médicale, quelle que soit d'ailleurs sa couleur syndicale, n'est-ce pas? Parce que vous savez bien que le syndicalisme médical, c'est de la politique, et qu'il y a aussi un petit peu de couleur politique dans tout ce qu'il y a dans ce paysage. Et bien, c'est pour ça aussi d'ailleurs que nous sommes... Alors, aucune... Ouais, nous n'avons pas de couleur politique, mais simplement, historiquement, vous le savez bien, il y en a qui sont plus à droite, plus à gauche, etc. Et que d'ailleurs, l'union syndicale contre la coercition, elle est pleine et entière, et quel que soit le bord syndical, le bord politique aussi. Donc vous voyez, en miroir, il y a la même chose du côté de la communauté médicale. Donc ça, c'est quelque chose que nous partageons et fortement, et nous sommes totalement volontaires, justement, pour trouver des solutions adaptées et cohérentes qui puissent répondre aux besoins des Français. Sur le constat, justement, juste pour qu'on s'arrête, qu'on fasse un tour sur le constat, Monsieur Lelgouarch, est-ce que vous avez la même conscience, parce que c'est vrai que toute personne qui vit, malheureusement de plus en plus dans plus de territoires, on le constate, cette détresse que M. Garot décrivait, et que je pense, c'est vrai que beaucoup d'acteurs de santé maintenant constatent. Est-ce que vous en avez, vous, interne, conscience, et est-ce que vous êtes dans cette dynamique aussi de recherche de solutions, mais efficaces, parce qu'on en reviendra, ça fait longtemps qu'on cherche des solutions. Complètement. Les internes, c'est quand même 40% du personnel médical à l'hôpital, c'est 70% des prescriptions hospitalières, et en ambulatoire, en ville, dans les cabinets de ville, c'est 200 000 consultations par jour. Donc c'est absolument énorme. Et évidemment qu'on est quotidiennement confronté. Je prends le cas de ma spécialité, juste ma spécialité de médecin généraliste, interne de médecine générale. On est dans les territoires, en zone sous-dense, puisque 93% de nos terrains de stage sont en zone sous-dense. Donc on a cette confrontation qui est directe, quotidienne aussi, et on partage évidemment ce constat. La santé est la préoccupation numéro 1 des Français, c'est aussi la préoccupation numéro 1 des soignants, c'est la santé des Français. Donc on partage le même constat. Sur les solutions, là on est... Vous m'assurez que c'est une vraie conscience, parce que ça fait longtemps qu'on entend ça, et malheureusement rien ne bouge. C'est une vraie conscience. Tous les jours on en parle, tous les jours on le vit, et tous les jours on le subit aussi. Parce que les conditions de travail, quand il y a une file d'attente aux urgences, c'est aussi sur répercussion sur le personnel soignant, dont les internes. Sur les solutions, c'est là qu'on partage pas complètement les solutions. Alors, là où on partage, parce que c'était le sens de votre question. Pour professeur Lafont, juste sur le constat, cette conscience-là, après on reviendra sur les solutions. Alors, merci beaucoup. Alors, merci Monsieur Garot, on est d'accord.
Sur le constat, on est d'accord. La conférence des doyens est extrêmement préoccupée par le sujet des déserts médicaux, vous vous en doutez bien. On est complètement persuadé qu'il est inacceptable qu'on ait 6 millions de Français qui n'accèdent pas à un médecin traitant. Je rajouterais que les Français, ils ont besoin de médecins. Ils ont besoin de médecins au bon endroit et ils ont aussi besoin de bons médecins. Et donc, on est particulièrement attaché à la qualité de la médecine française, qui est directement liée à la qualité de la formation. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis enfin, toujours, on est d'accord. Et on est d'accord aussi sur le fait qu'il faut des solutions qui soient graduées dans le temps en fonction de l'urgence. Et nous, on pense qu'il y a la nécessité de mettre en place des mesures d'urgence immédiates. Là-dessus, on a une proposition d'assistanat ou de praticien territorial sur lesquels je pourrais peut-être m'exprimer tout à l'heure. Et puis, on a tout un tas de sujets autour de la formation, qui est pour moi un levier majeur de transformation des systèmes, en l'occurrence du système de santé, sur lequel on est en train d'agir et c'est pas nouveau, et sur lequel on déploie actuellement des actions qui, à mon avis, sont utiles à court et à moyen terme. Moi, sur le diagnostic, vous dites que tout le monde est d'accord. Enfin, quand on va dans les détails, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. D'abord, on a quand même découvert, en observant les choses, qu'il y avait des différences entre régions. Nous le pensons, mais d'autres disent finalement le problème des déserts médicaux, il est partout. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on voit bien qu'il y a un affrontement, en réalité, au-delà des bonnes intentions ou des intentions de politesse, entre ceux qui pensent que la régulation, ça ne marche pas, et ceux qui pensent également, en revanche, que les incitations qui ont été faites depuis plusieurs années, nous parlons de Marisol Touraine et peut-être même d'avant, des politiques incitatives, ça ne marche pas. C'est ça le problème. En réalité, vous dites que vous êtes tous d'accord, mais en réalité, vous êtes d'accord peut-être sur une idée générale parce que les uns et les autres, vous recevez des citoyens dans vos permanences ou dans vos cabinets pour les autres, mais en réalité, les analyses sont quand même, me semble-t-il, assez différentes. Il faudrait quand même que l'on aille un peu dans le détail. Peut-être Anna Boctor. Alors, c'est un débat passionnant qu'on aura, c'est dommage que ça ne dure qu'une heure. En effet, la problématique d'accès aux soins pour les Français par territoire, elle est extrêmement complexe et elle n'est pas uniforme, c'est-à-dire dans le sens où il y a des territoires où il y a moins de médecins pour d'autres raisons que d'autres territoires. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'il y a une pénurie de médecins sur l'ensemble du territoire. Nous ne sommes pas assez de médecins installés en libéral, pas assez. Et effectivement, la répartition, elle peut être inhomogène, mais de toute façon, quel que soit le territoire en France, il y a une tension pour l'accès aux soins. Et d'ailleurs, il ne suffit pas de compter le nombre de médecins par habitant. C'est quand même une approche qui est assez basique, parce que on ne prend pas en compte un autre paramètre qui est majeur, c'est la saturation des médecins en place dans les territoires. À savoir, ils sont là, ils ont leur plaque, mais ils ne sont pas accessibles parce qu'ils n'arrivent pas à prendre de nouveaux patients. Si on dit qu'on ne prend pas de nouveaux patients, c'est pas par gaieté de cœur. Je vais vous donner mon exemple personnel de pédiatre, mais j'ouvre et je ferme les portes aux nouveaux patients au gré des délais qui sont plus ou moins acceptables pour mes patients. Vous parliez, Madame Lafond, de la qualité du soin. C'est quelque chose auquel je suis extrêmement attachée en tant que médecin. Et il ne s'agit pas juste de faire de l'abattage et de voir le plus de monde possible. Je veux pouvoir offrir un suivi aux parents que je vois avec leurs enfants qui soit de qualité et être disponible pour eux lorsqu'ils ont besoin de moi en urgence. Et vous savez qu'au début, il y a un suivi mensuel pour les nouveau-nés. Et donc, si j'ai 2 mois de délai à mon cabinet, je ne peux pas proposer un suivi de qualité. Parce qu'en plus, enfin, comme partout, voilà. Il y a des urgences. Mais enfin, exactement, ça représente 30%. Et en plus, il y a des règles, parce que vous avez, pour les enfants, vous êtes pédiatre, vous devez recevoir les enfants à date, et la mère, et les enfants, et les parents. Ça veut dire que, vous savez, il y a sur les différentes propositions, alors les 3, pour le coup, je l'ai vu, il y a une histoire d'indicateur et d'établir un état des lieux. Donc, j'imagine qu'il y a aussi un débat sur l'indicateur. Est-ce que c'est le nombre de médecins? Est-ce que c'est le temps médical disponible? De quoi on parle? Parce que là aussi, on voit bien que suivant la façon dont on prend la proposition, c'est très variable et on parle pas de la même chose. Oui. Rappelons d'ailleurs simplement, sans te couper, que Anna Boctor est médecin dans le sud, à Cannes ou à peu près. Non, alors j'étais parisienne, j'ai fait ma formation à Paris, je me suis installée près de Nice, en libéral depuis 4 ans et demi. Je suis en train de déménager d'ailleurs mon cabinet. Il déménage aujourd'hui. Je suis dans une zone, une ville qui s'appelle Cannes-sur-Mer, qui est considérée comme normalement dotée par l'ARS, et je déménage à Vence, qui est une ZIP. Donc il y a une seule pédiatre actuellement qui part à la retraite, une zone d'intervention prioritaire. Donc c'est le degré le plus important pour l'ARS c'est Vence. Donc c'est une ville dans l'arrière-pays de 20 000 habitants et il y a une seule pédiatre en pré-retraite, donc il va partir à la retraite l'année prochaine. Mais il y a 5 ans, il y avait 3 pédiatres qui tournaient à plein régime. Donc je suis
j'ai pas eu besoin d'être forcée de m'installer sur ce territoire, n'est-ce pas? Je suis très heureuse d'y aller, j'y habite d'ailleurs. J'ai 2 enfants en bas âge, à 20 000 habitants, il y a 3 ou 4 écoles maternelles et élémentaires. Voilà, mais c'est pas la question, vous voyez. Donc c'est pour ça que l'aspect des désertifications médicales est extrêmement différent. Voilà, et c'est important de prendre ça en compte. Pour revenir sur l'indicateur et sur temps médical, nombre de médecins, etc. Peut-être ça c'est intéressant que chacun puisse s'exprimer sur cette question. Monsieur Lierge. Alors, le sujet indicateur est fondamental, parce que aujourd'hui on a énormément de mal en France à pouvoir définir correctement les besoins en soins de la population française. L'indicateur qui existe aujourd'hui, il ne concerne que les médecins généralistes installés en libéral, ce qui est une toute petite partie de la médecine globale quand on prend l'ensemble des spécialités. On a quand même 44 spécialités, donc au global, c'est énorme. Il y a quoi? Il y a 45% de généralistes et 65% maintenant à peu près de spécialistes. Mais juste libéraux dans le zonage actuel. Sur la proposition de Monsieur Garot, la régulation qui va être faite, c'est dans les territoires qui sont dits surdotés. Or, en réalité, ces territoires ne sont pas surdotés, puisque partout, on manque, comme l'a dit Anna, de médecins. On ne va pas résoudre une pénurie médicale en faisant une régulation d'une pénurie. Donc c'est un vrai sujet et on le porte. Et quand je vois aussi les difficultés qu'ont les ARS à mettre à jour tous les 2 ans, normalement, le zonage qui leur est imposé, donc aujourd'hui qui existe pour les médecins généralistes, je souhaite bon courage à toutes les ARS plus tard pour pouvoir mettre à jour régulièrement, parce qu'on a aussi des retours de certaines communes qui nous disent en fait moi chez moi j'ai pas de médecin, sauf que dans le zonage on dit que j'ai des médecins. Donc je souhaite bon courage aux ARS pour mettre à jour régulièrement pour les 44 spécialités, de savoir correctement comment est-ce que en France on doit répartir l'offre de soins. C'est ce que l'on appelle la planification. Monsieur Bayrou, qui était responsable du plan, doit connaître ça. Enfin, c'est compliqué, non effectivement, de planifier. Monsieur Garot. Monsieur Garot, oui. Et puis peut-être après on passe après les indicateurs, on passera vraiment aux mesures parce que je vois le temps qui passe. Oui, et puis d'abord sur le constat. Moi, j'ai un point de désaccord. Je considère que la France entière n'est pas un grand, vaste désert médical. Ça n'est pas vrai. Désolé de vous contredire là-dessus, mais il y a des zones, et heureusement, où tout va bien en termes d'offres de soins. À tel point que l'État, à travers le zonage qu'il a produit, les fameuses zones dont vous parlez, a dit ça ne vaut que pour 87% du territoire, ce zonage. Alors, on peut le contester, et je le conteste aussi d'ailleurs. Je considère que le zonage tel qu'il existe aujourd'hui, et ce que vous dites est parfaitement juste, ne suffit pas à rendre compte de la réalité de cette offre de soins, et donc des déserts médicaux. Ce que nous avons proposé et adopté à l'Assemblée, justement, comme amendement à cet article 1, c'est la création d'un nouvel indicateur, qu'on a appelé l'ITOS, l'indicateur territorial de l'offre de soins, pour mesurer de façon la plus objective possible ce qu'est cette offre de soins territoire après territoire, considérant à la fois les généralistes mais aussi les autres spécialistes, considérant l'âge de la population, considérant également la prévalence de certaines pathologies, puisque selon les zones géographiques on est, c'est pas exactement les mêmes pathologies. Donc c'est important de mesurer tout ça de façon la plus rigoureuse possible. Mais aujourd'hui, nous travaillons à droit constant, et le droit constant, c'est ce zonage dont je parlais. Et ce zonage, il montre qu'il y a 13% du territoire national qui est correctement doté, puisqu'il n'appelle pas de politique particulière, de soutien, d'appui, d'incitation par l'État. Et ce que je veux mettre en avant ce matin devant vous, comme je le fais régulièrement, ce sont les inégalités extrêmement fortes entre les territoires en France, et donc entre les habitants, les citoyens, les patients. Vous savez, depuis plus de 10 ans, ces inégalités, elles n'ont cessé de se creuser. Et c'est pas un député comme ça qui vous le dit. C'est fondé sur des données qui sont celles de l'Atlas démographique, de la démographie médicale, l'ordre des médecins. Et que nous dit cet atlas? Il a fait un classement par département, où il nous donne la variation de la densité médicale, donc du nombre de médecins par habitant,
entre 2010 et 2023 pour l'ensemble des médecins actifs. Donc ça concerne les généralistes et les spécialistes, libéraux et salariés. Et, regardons de près les choses, il y a des départements qui ont largement amélioré leur densité de présence médicale, le nombre de médecins par habitant. Les Hautes-Alpes, plus 27,9%. Oui, j'ai été très surpris par les Hautes-Alpes. Mais... Ben oui, mais c'est l'ordre, désolé. Les Pyrénées-Atlantiques, vous situez 22,6% en plus, hein, entre 2010 et 2023. La Savoie, plus 23%. À l'inverse, regardons les départements qui ne sont pas à proximité de ces zones. Et qu'est-ce que nous avons? La Creuse, moins 15,7%. Le Gers, moins 13,3%. L'Indre-et-Loire, moins 12,3%. Ce qui veut dire que, depuis 2010, les inégalités entre les territoires et donc entre les Français ne cessent de se creuser. Il faut donc mettre un coup d'arrêt à ce creusement des inégalités. Et c'est là où intervient la régulation. Parce qu'on me dit, la régulation, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas gérer une pénurie. Ben précisément, c'est tout l'inverse. C'est précisément au moment où c'est le plus difficile qu'on doit maîtriser notre offre de soins pour garantir à chacun en France l'accès à des soins et l'accès à la santé. Le législateur, nous sommes, nous, en charge de l'intérêt général. Et donc, il est parfaitement légitime que nous disions, à un moment donné, il faut qu'on agisse tous ensemble. Parce que sinon, on va se retrouver, je termine par là, c'est le point, en fait, le vrai point de... À un moment donné, on va se retrouver avec des territoires qui n'auront plus du tout, mais alors plus du tout, de médecins, et d'autres pour qui tout ira non seulement bien, mais de mieux en mieux. De mieux en mieux, puisque les tendances sont là, et c'est, encore une fois, l'ordre des médecins qui nous le dit. Mais le focus sur les inégalités, alors que on voit bien la différence d'approche. Ce qui veut dire que les politiques d'incitation qui ont été menées, qui sont utiles évidemment, on reviendra peut-être, ne sont pas suffisantes. Ne sont pas suffisantes. Réponse des autres invités. Puis on en viendra également aux questions posées par Monsieur Bayrou, très récemment, vendredi dernier. Mais peut-être un commentaire. Ce que l'on pourrait résumer du résumé, en réalité, c'est pas simple, mais c'est d'abord, il n'y a pas assez de médecins. Et effectivement, le numerus clausus qui est devenu numerus apertus, enfin, maintenant, ça, on a bien compris, il a été extrêmement serré, peut-être trop serré, notamment par les formateurs et peut-être par les doyens. Quel est le sentiment que vous ressentez à cette question-là, Isabelle Lafont? Alors, et puis après dialogue, on va aller vite. Juste sur ce que vous dites, moi je pense qu'il y a un très joli rapport qui a été publié par l'ONDPS en décembre dernier qui dit qu'effectivement la densité médicale en France globalement est inférieure à celle d'un certain nombre de pays européens. L'Observatoire national des professions de santé. Observatoire national des professions de santé, ONDPS, qui est un organisme extrêmement important. Donc effectivement, il y a probablement pas suffisamment de médecins. Ok. La question, c'est la réponse qu'on va donner à ça. Effectivement, il y a un problème de... Je vous coupe, excusez-moi. Il pouvait en être autrement. Aujourd'hui, on était à 11 000 médecins formés, on était à 3 000 ou 4 000. Vous l'avez dit, Pascal, on a effectivement un numerus clausus qui est devenu numerus apertus, qui est descendu jusqu'à 3 500 étudiants en deuxième année de médecine dans les années 93-94, qui remonte, qui a pris une pente ascendante à peu près dans les années 2013, il y a une dizaine d'années, et qui depuis 4 ans a une courbe quasiment verticale. Oui, alors verticale, ça veut dire qu'il remonte de combien? Ça, c'est pas très clair. Alors les chiffres, c'est que... Et est-ce que c'est suffisant selon vous? Alors, après, je vous donnerai juste un élément de réponse. Juste pour répondre à cette question précise, sur les 10 dernières années, on est passé de 8 000 étudiants en médecine en deuxième année de médecine à 11 000 à 11 700 cette année. Donc ça veut dire qu'on a fait plus 30% en 10 ans. Et si on fait un focus sur les années 2019-2023, la période de la mise en place de la réforme de l'entrée en études de santé, on a monté, et ça c'est le rapport de la Cour des comptes 2024 qui dit on a fait plus 18% d'étudiants en médecine. Et franchement, ça vous paraît bien? Parce que M. Attal demandait 17 000, vous dites ça va être difficile, M. Neuder dit je vais faire rentrer, bon, etc. À votre avis? Alors, et le CNOM, parce que vous dites...
Oui, alors, c'est ça. Parce que là, si vous vous appuyez sur l'ordre, Monsieur Garot, l'ordre a dit attention, warning, bientôt on aura 2030. Alors, on y reviendra. Alors, juste un élément de réponse là-dessus. Nous, ce qu'on plaide au niveau de la conférence des doyens, c'est la tenue de ce qu'on appelle une conférence nationale de santé. La conférence nationale de santé, elle est écrite dans la loi. C'est la loi de 2019 d'organisation et de transformation du système de santé qui a permis de mettre en place ce plan de formation pluriannuel des professionnels de santé de 2021 à 2025, qui a abouti à ces 30% d'étudiants en médecine supplémentaires et qui devait se réunir en 2024, dont on espère, nous, qu'elle va se réunir en 2025 et qui doit écrire le plan pluriannuel des besoins en formation des professionnels de santé pour les 5 années qui viennent et auquel participe tout le monde. Mais les ministères, les parlementaires, les ARS et ces yo-yo qu'on a pu faire dans l'histoire, ces erreurs qu'on a probablement faites dans l'histoire, pour les prévenir, il faut qu'on ait une attitude réaliste et réfléchie d'augmentation du nombre d'étudiants qu'on va former dans les 5 ans. Anna Bocteur, Kylian et M. Garot, rapidement, excusez-nous, mais le temps passe très très vite. Alors j'aimerais tout de même rebondir sur ce que vous avez dit, M. Garot, en disant qu'il y a des territoires où ça va très bien. Ce n'est pas vrai. Et encore une fois, mon exemple est caricatural. Je suis installée dans une ville côtière en PACA et je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Quotidiennement, j'ai des patients qui me remercient de les accepter comme nouveaux patients. Des patients qui ont attendu 6 mois pour avoir un rendez-vous surspécialisé en pneumologie pédiatrique. Et Dieu sait qu'il y en a besoin en pédiatrie. C'est des gens qui sont en détresse, que je vois quotidiennement. Et pourtant, dans mon cabinet, dans une ville côtière en PACA. Donc c'est caricatural. Et d'ailleurs, quand j'ai fermé mon cabinet pour toute la semaine pour la grève, j'ai expliqué à chacun des patients que j'ai dû déplacer la raison pour laquelle je fermais mon cabinet, en illustrant le fait que dans une ville comme Cagnes-sur-Mer, le nombre de médecins sera gelé, donc que l'accès aux soins ne s'améliorera pas. Et ils étaient très mécontents. Donc c'est très important de le rappeler que non, il n'y a pas de ville où tout va bien pour l'accès aux soins. Nous le voyons, nous, sur le terrain. Ce n'est pas vrai. Oui, moi, Anna Bocteur, j'ai eu l'impression hier, je contribue, j'ai eu l'impression hier que les jeunes disaient, les jeunes, en fait, je m'adresse à vous, à Isabelle Lafont et à vous peut-être, Monsieur Garot, les jeunes ont peur de la régulation ou des risques que pourrait effectivement créer la régulation, notamment parce qu'ils ont été vaccinés par le fait que les numérus, qui étaient quand même les numérus clausus, qui étaient quand même des outils de régulation, ça n'a pas, ça nous a mené dans une situation. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils veulent pas payer pour les erreurs passées, en fait. C'est ça qui est. Alors c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Kylian, oui, je sais, mais surtout, c'est pas une solution. Et Monsieur Bocteur. C'est pas une politique, malheureusement. La coercition déjà dans nos études est continuellement présente. Pour rentrer en première année de médecine, il y a un concours qui est très sélectif. Ensuite, pour choisir notre spécialité médicale, pareil, concours national très sélectif pour choisir notre ville d'internat. Donc, ça rajouterait de la coercition à déjà de la coercition que nous avons aujourd'hui dans nos études. Et quand on prend nos chiffres de santé mentale, des internes, on est à 66% de burn-out, 21% de troubles dépressifs, 9 internes sur 10 qui ont déjà pensé à arrêter médecine. Donc ne rajoutons pas de la coercition là où il y a déjà de la coercition. Pour peut-être élargir le débat sur les solutions. Les solutions que nous on porte, elles vont droit et directement vers, je dirais, la population qui en a le plus besoin, vers les 8 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. La proposition de M. Garot, malheureusement, ne va pas à cette direction-là. Ne va pas vers la population qui en a le plus besoin. Elle sera au mieux inefficient et, j'ai envie de dire, en tant que bon médecin, primum non serré, ne bénéfice risque toujours sur les solutions qu'on veut apporter. N'apportons pas des solutions qui vont être pires que le mal. Ne soignons pas le mal par le mal. Quelle est votre solution justement? Les solutions, elles sont multiples. Rapidement, en 2 mots, parce que le temps est pressé. Nous, on porte un programme de formation qui rejoint ce que Madame la doyenne exprimait, un programme de formation et d'incitation dans les zones sous-denses. Il faut arrêter de déraciner les étudiants qui viennent justement des territoires sous-denses. On le voit dans toutes les études internationales. Un étudiant qui vient d'un territoire, il a 3 à 4 fois plus de chances d'y aller. J'étais à Mayotte en 2023. Un Mahorais était en train de construire sa maison de santé pluriprofessionnelle avec l'ARS. Je me suis dit, évidemment, il n'y a qu'un Mahorais pour construire sa maison de santé à Mayotte. Parce qu'il connaît le territoire, il y a sa famille, il y a son cercle amical. Quand on a fait 10 ans d'études, forcément, on crée notre lien affectif, familial. On a un conjoint dont il faut penser aussi au job qu'on aura. Ça, c'est pas possible, forcément, partout. Donc, c'est une solution. Et puis, la deuxième solution qu'on porte, c'est l'universalisation des territoires pour aller beaucoup plus dans les territoires, beaucoup plus souvent, et de le faire même après
l'internat sur les assistants territoriaux que Madame la Gayenne exprimait. Je note quand même, et Kylian, que le breton que vous êtes va s'installer en Lozère. Bravo pour ça. Il le mérite quand même. Dites-moi, le Premier ministre a quand même annoncé, et peut-être que M. Garot va réagir à cela, une nouvelle proposition qui était celle de dire de solidarité territoriale, 2 jours par mois, 1 ou 2 jours. Enfin, ça, c'est pas très clair. J'aimerais bien avoir un peu votre sentiment, Monsieur Garot. Non, mais enfin, dites-nous ce que vous en pensez, puis les autres aussi. 2 jours par mois, vous irez dans un territoire particulièrement sous-dense. Est-ce que ça vous paraît ça une solution assez sage, Monsieur Garot, peut-être, qui ferait passer votre propre proposition que les médecins considèrent peut-être comme trop dure, trop rigide? Est-ce que c'est une solution de sortie? En tout cas, le plan qu'a présenté le gouvernement, le Premier ministre, comporte des mesures qui sont sans doute utiles et qui reprennent d'ailleurs certaines des propositions que notre groupe transpartisan a formulées. Donc on va dans le bon sens. Simplement, elle nous semble insuffisante pour répondre à l'ampleur du problème, on l'a dit, 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant, 8 millions qui vivent dans un désert médical. J'entends tout ce qui vient d'être dit là à l'instant sur les questions de formation qui sont réelles. Et je partage, et vous le savez, Madame Lafont, je partage et je pense qu'il faut avancer largement là-dessus. Mais ça ne répond pas à la question de la répartition de nos forces médicales à l'échelle du pays. Et si on escompte, si on parie, si on compte sur de nouvelles politiques d'incitation, de nouvelles mesures, de nouvelles actions, toujours au titre de l'incitation, qui coûteront toujours plus d'argent public pour répondre au problème de la répartition, je pense qu'on fait fausse route. Parce que ça ne fonctionne pas suffisamment. Et on le voit, je vous ai donné quelques chiffres, vraiment, qui viennent, encore une fois, de l'Atlas de la démographie médicale, qui montrent que les disparités, surtout les inégalités, ne cessent de se creuser. Donc c'est à ça qu'il faut répondre aujourd'hui. Et la question de la répartition, elle est posée, et nous y répondons à travers la régulation, dont je rappelle quand même qu'elle est en œuvre pour beaucoup d'autres professions de santé quand les pharmaciens sont régulés. Moi, j'entends pas aujourd'hui, ni ici ni ailleurs, personne ne dire « Ah, il faut revenir sur la régulation des pharmaciens ». C'est étrange, mais personne n'est pour revenir sur cette régulation. Et heureusement, pourquoi ? Parce que la régulation des pharmaciens, elle a quand même permis, excusez-moi, qu'il y ait des pharmacies partout en France. Vous n'avez pas un canton sans pharmacie. Et si des pharmacies sont aujourd'hui en difficulté, c'est pour une raison assez simple que je crois chacun peut reconnaître, c'est qu'on manque parfois de prescripteurs. Qui sont les prescripteurs ? Les médecins. Donc, ce qui veut dire que la régulation de l'installation, c'est une voie d'avenir. Je ne dis pas que c'est la solution miracle. Je dis qu'il n'y a rien qui s'oppose à mettre en œuvre la régulation pour nos médecins, alors qu'elle est mise en œuvre pour toutes les autres, ou quasiment toutes les autres professions de santé. C'est comme ça aussi qu'il faut dire les choses. Alors, quelle est notre régulation ? Juste un point important, parce qu'on entend bien, vous parlez régulation, il parle coercition. Et je pense que là, voilà, il y a un point important, c'est pour vous, on n'est pas dans la coercition, on est dans la régulation. Ben oui. Et qu'il n'y a pas d'autre solution pour sortir de la situation aujourd'hui. Est-ce que vous dites coercition ? Et qu'aujourd'hui, c'est pas possible autrement. Est-ce que vous dites coercition lorsque les dentistes acceptent des nouvelles règles depuis le 1er janvier, qui disent ces règles des choses toutes simples, il y a un zonage qui existe, vous ne pouvez pas aller vous installer dans certaines zones. Et comme les infirmiers. Voilà. Et bien, qu'est-ce que nous proposons ? La même chose. Alors, nous proposons pour nos médecins ce qui est en vigueur depuis le 1er janvier pour nos dentistes. Est-ce que vous avez vu les dentistes nous menacer de partir à l'étranger ? Et c'est quand même nous savons que la moitié des chirurgiens dentistes se forment à l'étranger, mais en fait, ils viennent s'installer dans les zones sous-denses. On y revient. Mais c'est entendable pour vous, ça ? Ce que je veux dire par là, c'est que cette régulation ne pose pas de difficulté pour les autres professionnels de santé. Voilà. Pourquoi ça en poserait
pour nos médecins, et je termine par là, j'entends tout à fait ce que vient de dire monsieur le président de Réagir. Voilà, les internes, voilà. Parce qu'il y a une question aujourd'hui de pression extrêmement forte sur les étudiants. Et je partage complètement le constat. Mais la question de la formation est une question à poser en soi. Mais la question de la répartition appelle aussi des réponses claires. Alors, nous parlons, moi je réponds répartition et après formation. Exactement, parce que là, et après c'est terminé. C'est deux points là. Allez-y. Alors, d'abord, Anna Bocteur qui a l'air très de bouillir. Alors, pour juste répondre sur le point des pharmaciens, par exemple, on ne peut pas comparer le métier de pharmacien à celui de médecin. Vous savez très bien que pour faire tourner une officine, il y a un côté commercial et économique extrêmement important. C'est la profession elle-même qui a demandé à être régulée pour des raisons de viabilité économique de leurs officines. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec la régulation de la profession médicale. On ne peut pas comparer. Et les IDEL sont pareil. Et d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui l'ont demandé parce qu'ils n'arrivent pas à faire vivre leurs officines économiquement. Ça reste aussi, entre guillemets, des commerçants aussi. Hein. Donc, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout régi par les mêmes règles. Les IDEL sont aussi ils sont pas des commerçants, ils sont aussi régulés. Les IDEL, alors, c'est quoi la différence? D'ailleurs, les IDEL, donc pour parler des IDEL, pareil, le nombre d'IDEL n'est pas du tout comparable. Les infirmiers ne sont pas du tout comparables en termes de démographie au nombre des médecins, en termes de demande de soins par rapport aux médecins, ça n'a strictement rien à voir, on ne peut pas comparer. Et d'ailleurs, si on regarde les cartes de répartition sur le territoire, la répartition des infirmiers, qui est pourtant une profession régulée et qui est bien plus nombreuse que la profession médicale, il y a 600 000, 700 000 infirmiers. Voilà, elle n'est pas assez bien. Elle n'est pas assez bien répartie, donc ça n'a pas solutionné la problématique de l'attractivité des territoires les moins dotés. Ça n'a pas solutionné la problématique. Et d'ailleurs, quand on regarde les cartes de répartition des médecins qui ne sont pas une profession régulée, qui sont nettement moins nombreux, la répartition est meilleure et plus homogène que celle des professions régulées. Donc, en gros, le problème de la répartition est un faux problème. Il faut partir d'une bonne analyse et d'un bon postulat pour proposer les bonnes solutions aux Français. Et l'analyse, la vraie, c'est que on parle de démographie, on parle de médecins formés. En réalité, lorsqu'on regarde, par exemple, le nombre de médecins généralistes qui s'installent effectivement en libéral quand ils ont fini leur formation, ils représentent environ 30%. 30% des médecins généralistes formés s'installent en libéral. Donc sont effectivement faire le métier qu'on attend d'eux, c'est-à-dire un médecin de famille, un médecin traitant. Voilà. Que font les 70 autres %? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce peu d'amour, ce peu d'attachement à l'exercice libéral? Là est le véritable problème. Là est le véritable postulat à partir duquel nous devons partir pour solutionner justement cette problématique de pénurie médicale et d'accès aux soins. Et pour terminer aussi, les territoires, pour parler des territoires les moins dotés, vraiment les plus, entre guillemets, désertiques, comme on aime utiliser ce terme-là, en réalité, regardons les autres paramètres. Il n'y a pas que l'accès à la santé qui est problématique sur ces territoires. Il y a l'attractivité économique, il y a l'accès à l'emploi, il y a l'accès aux services publics. Donc c'est une problématique qui concerne effectivement nos politiques et nos décideurs, pour lesquels ils doivent prendre leurs responsabilités. En effet, il ne suffit pas de mettre un médecin de force dans un territoire où il n'y a rien pour solutionner une problématique d'attractivité globale. Voilà. L'Algouarche, il faut que la circulation, que le débat se passe. Il y a rapidement sur la formation. Non. Après là, peut-être sur ces questions-là, et puis on va parler de formation et notamment avec Madame. Oui, alors la coercition, en fait, cette mesure que vous proposez ne cible que la jeunesse médicale. Une jeunesse médicale qui a systématiquement, c'est une nouvelle installation. Donc c'est la jeunesse médicale. Jeunesse médicale qui n'a systématiquement de fait alerter les pouvoirs publics, on l'a fait, on le fait, on continue à le faire. Sur le temps de travail dans les hôpitaux publics, on est à 59 heures par semaine. On voit 200 000 patients aux consultations par jour en ambulatoire. Enfin, globalement, si, ça concerne la jeunesse médicale. Et cette mesure que vous portez concerne justement la proposition de M. Bayrou. Vous conviendrait plus de solidarité? Alors, sur la solidarité, nous, on a toujours été favorable sur les principes de solidarité. On soutient d'ailleurs l'initiative de Médecins Solidaires qui est d'aller justement dans les territoires où il y a un médecin généraliste qui se relaie toutes les semaines dans un centre de santé. On le soutient. Là, on ne rejoint pas le gouvernement, c'est sur le caractère obligatoire. On croit, et on le sait, sur la permanence de soins, par exemple, 97% du territoire on appelle les postes avancés, c'est ça? Oui, c'est ça, ou les consultations avancées. Sur la permanence de soins ambulatoires, 97% du territoire est couvert, et pourtant, il n'y a pas de mesure d'obligation. Et il n'y a pas besoin de mesure d'obligation pour arriver à ce résultat. Et donc, sur les mesures de solidarité, on y est tout à fait favorable.
sous réserve de le caractère obligatoire, parce qu'il y a des leviers qui il y a plutôt des verrous aujourd'hui qui existent, qui n'ont pas été cassés. C'est très compliqué d'avoir un cabinet secondaire, un cabinet, je termine juste, mais un cabinet libéral et d'avoir une activité secondaire. Et par exemple, pour les remplaçants, pour aussi imaginer cela, les remplaçants aujourd'hui remplacent un médecin, mais on pourrait imaginer que ces remplaçants dans les territoires sous-denses viennent améliorer l'offre de soins en venant suppléer justement les médecins qui sont sur le territoire. Alors, Monsieur Garot, là, un mot, et puis on va parler de formation. Oui, formation, c'est important. Tout à fait. Répondre à un propos qui vient d'être tenu, on va forcer les médecins à aller s'installer ici ou là. C'est pas ce qui est dans notre proposition. Je répète, nous reprenons ce qui existe pour les dentistes. Et donc, qu'est-ce que nous disons ? N'allez pas vous installer dans les territoires qui sont aujourd'hui, en fonction de ce que nous connaissons, correctement dotés. Mais allez le faire n'importe où ailleurs. La liberté d'installation est préservée. N'importe où ailleurs, là où il y a des besoins forts, là où vos patients vous attendent. Donc c'est un encadrement de la liberté d'installation de nos médecins au regard, en fonction des impératifs d'intérêt général que j'évoquais plus tôt. Pour terminer notre entretien, nous sommes dans la dernière partie, Renaud, sur les questions de formation, d'universitarisation, et notamment avec Madame Lafont. Universitarisation et puis direction vers les territoires. Oui. Il y a beaucoup de mesures. Alors, on comprend aussi, c'est important, là, déjà, vous êtes déjà un peu exprimé là-dessus, mais on y revient. C'est une mesure complémentaire à l'urgence. Oui. Ça ne répond pas à l'urgence. Donc ça répond à quelle distance de l'enjeu? Une faculté dans chaque département, vous êtes OK? C'est bon, ça? Vous préparez ça? Alors, il y a des questions des deux côtés. Non, c'est les mêmes, c'est la même, Madame Lafont. On pense qu'effectivement, il y a une réponse urgente à la question, et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Nous, on a fait une proposition d'assistanat territorial ou de praticien territorial sur la base de postes qui seraient créés à la main des ARS dans les zones sous-denses, et notre proposition de la conférence des doyens a été co-signée par l'intersyndicale nationale des internes et son président qui est là, par l'Association nationale des étudiants en médecine de France qui ont signé, et par le Conseil national de l'ordre des médecins. Et c'est une proposition sur une base incitative, et c'est pour ça que je dis que leur implication et votre engagement sur ces sujets-là et votre intérêt, moi, me réconforte, me conforte dans l'idée. Oui, je vous coupe simplement, mais ça a été plus ou moins repris par M. Bayrou? Plus ou moins, pas complètement, mais non, c'est une proposition plutôt incitative. C'est surtout les questions de paiement. Hein, ça, c'est les 4 ans qui viennent. C'est une urgence absolue. Après, l'intérêt de ces postes d'assistanat territorial, c'est que nous, les facs, on s'engage à leur donner une formation à ce qu'on appelle la maîtrise de stage universitaire, qui permet à un médecin qui part dans un territoire d'accueillir des internes et des étudiants en médecine. Ça veut dire qu'on leur met un petit sac sur le dos, excuse-moi Kylian, qui leur permet, à partir du moment où vous s'installez dans une zone sous-dense, d'accueillir des internes, par exemple des docteurs juniors de médecine générale, d'accueillir des étudiants en médecine qui vont acculturer à une pratique en territoire, et ce qui est fondamental. Moi, j'entends qu'ils n'ont pas le temps de les encadrer, hein, parce qu'ils sont déjà débordés. Alors, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas notre réalité. Il y a actuellement 14 000 maîtres de stage universitaires en territoire qui font le travail, et je pense que plus on va les multiplier, plus on va le confier à des jeunes qui vont aller dans des territoires à travers des dispositifs qui fonctionnent, ça va être intéressant. Vous êtes capable vous êtes capable de créer une faculté dans chaque département, et combien ça va coûter, alors, le sujet de la territorialisation de l'offre de formation, il est majeur. Dans toute la littérature, on sait que dans les déterminants de l'installation des jeunes médecins, il y a 2 choses, et une des choses, c'est l'endroit où ils ont fait des stages. Et donc là, une des réponses que donnent les facultés de médecine ou facultés de santé, c'est de créer ce qu'on appelle des antennes universitaires de territoire, qui consiste à dire, dans ce centre hospitalier, avec sa maison de santé pluriprofessionnelle à côté, ensemble, on va ouvrir des postes pour nos étudiants en médecine de 2e cycle. C'est 4e, 5e, 6e année de médecine. Et ces étudiants en médecine, quand on les envoie dans les territoires, d'abord c'est une nécessité, parce qu'on en a beaucoup et qu'on a besoin de lieux de stage de qualité, et les territoires sont des lieux de stage de qualité. Et puis c'est aussi quelque chose qui va leur ouvrir les yeux sur un mode de pratique. L'antenne universitaire de territoire, on va aussi y envoyer des enseignants, des chefs de clinique de territoire, par exemple. On va former des PH, à avoir cette capacité à former les étudiants en médecine. On va mettre des professeurs associés en territoire. Tout ça. Vous en avez assez des enseignants? Vous en avez assez des enseignants? Parce que vous créez des facs à Corté, vous la créez. Alors là, je ne parle pas de créer des facs. Moi, je parle de territorialiser les facs. Alors, sur les facs, notre position, elle est extrêmement claire. C'est que multiplier les facultés de médecine, c'est une erreur.
C'est une erreur parce qu'il faut garder des grosses facultés dans les grandes universités pour 2 raisons. La première, c'est que l'environnement universitaire permet de donner à ces futurs médecins, et on revient au sujet de la qualité, une formation de qualité scientifique importante, donc il faut en faire des scientifiques, et de leur donner une super formation professionnelle également. Et puis la deuxième raison, c'est que la multiplication des facs, à cause de ce que représente une fac de médecine, c'est aussi un saupoudrage des moyens d'encadrement hospitalo-universitaire. Et toutes ces mesures de territorialisation dont on parle à partir des facs nécessitent aussi de prendre conscience que les facultés de médecine actuellement, elles ont monté de façon extrêmement importante le nombre d'étudiants en médecine. Et le nombre d'enseignants-chercheurs, il a très peu augmenté. Le chiffre qui a été donné par France Université, c'est qu'entre 1996 et 2024, on a multiplié par 3 le nombre d'étudiants en médecine, tout compris, entre les étudiants de premier, deuxième et troisième cycle, et le nombre d'hospitaux universitaires n'a pas bougé. Et donc, pour mener ces actions de territorialisation de l'œuvre de formation, pour travailler sur la première année d'entrée en études de santé que vous souhaitez généraliser à tous les départements, on a besoin de moyens. Et pour terminer, sur la territorialisation, ce sujet de la première année d'entrée en études de santé, il faut savoir qu'actuellement, 75% des départements de France sont couverts. C'est-à-dire qu'il y a une année de passe ou une année de LAS dans 75% des départements. Il y en a exactement 24 qui ne sont pas couverts. Un mot sur les PADU. Oui, excuse-moi. Ouais, et juste nous, on insiste sur l'idée que pour aller mettre des premières années d'entrée en études de santé dans tout le territoire, moi je connais bien Mende, donc je suis ravie que Kylian va s'installer à Mende, j'avais oublié ce détail-là. Mais je crois que c'est à Langogne, excusez-moi. Oui, mais c'est à côté. Il faut qu'on ait un minimum d'infrastructures pour les accueillir, d'enseignants-chercheurs, et puis il faut que ces jeunes ne soient pas tout seuls. Les étudiants pyjama en visio derrière leur truc, ça marche. Un mot sur les PADU, s'il vous plaît. Un mot sur les PADU. Alain. Oui, en effet, ça fait partie des solutions que nous avons proposées chez Jeunes Médecins de régulariser tout simplement la situation de 4000 PADU. Enfin, ils attendent une régularisation, ils travaillent sur le territoire depuis plusieurs années, ils sont compétents, ils ont eu l'examen des vérifications des compétences et ils ont eu la note qu'il fallait pour valider l'examen, et ils ont pas de poste actuellement, ils sont pas régularisés, enfin pas de poste de manière moins précaire. On est d'accord que c'est légitime, mais que ça augmente pas l'offre de soins. Alors, pour revenir aux solutions, parce que je tiens tout de même à préciser, la profession se féminise. C'est quand même un paramètre qu'il ne faut pas oublier et qu'on peut pas ignorer. Et d'ailleurs, à cause de cela, nous sommes, femmes médecins, sujettes à des attaques frontales de la part de nos pairs, mais aussi de la part des politiques, en disant que aujourd'hui, si le système va mal, c'est parce qu'on préfère se consacrer à notre famille. C'est une attaque extrêmement injuste, extrêmement fausse, parce que nous sommes tout aussi dévoués à nos patients et très productives. Nous pouvons faire des tâches aujourd'hui qui durent 5 minutes et qui prenaient avant 30 minutes à nos médecins anciens parce qu'ils n'avaient pas les outils informatiques qu'ils avaient. Nous avons des connaissances nettement plus importantes que nos aînés, dans le sens où notre formation a changé, notamment elle est centrée sur la science, et l'accès aux données de santé, données de sciences internationales avec Internet est largement facilité. On ne peut pas comparer une pratique médicale aujourd'hui à celle d'avant. Ça, c'est une première chose. Il faut arrêter de glorifier la pratique médicale d'avant. Avant, il y avait du paternalisme. Avant, l'accès à la science était occulte. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Et voilà. Et c'est important de prendre en compte le fait que la profession se soit féminisée. Je suis très heureuse de représenter les femmes médecins aujourd'hui. Et c'est très important de prendre en compte ce paramètre-là. Et voilà. Et qu'il faut prendre en compte le congé maternité. En libéral, le congé maternité est extrêmement précaire. Voilà, c'est un levier majeur aussi. Ouais. Et l'accès au foncier pour les jeunes. Parce que l'accès au foncier, on n'en parle pas. Mais c'est un problème universel. Et c'est un des principaux freins pour s'installer en libéral. Croyez-moi. Et ça, là-dessus, on a des propositions aussi concrètes. Pour l'équilibre démocratique, le président de l'ISNI a eu le même temps de parole, ou est-ce qu'il veut rajouter un mot? Pascal, reconnaissons que c'est bien d'avoir été dit, je pense. Oui, mais qu'en pense la doyenne, qui est également une femme médecin? De quoi? Du sujet de la féminisation de la médecine et d'autres représentativités. Je pense à la même chose la qualité des jeunes sur médecins. La qualité des jeunes médecins, je partage totalement cette analyse. C'est très fragile, la qualité de la formation, et on n'a pas le droit en France de la dégrader. Parce que très sincèrement, on a une médecine de très bon niveau, et je pense que ça tient beaucoup à la formation. Et pour répondre à votre question sur les PADU, un tout petit mot sur les PADU. Il y a actuellement 18 000 médecins, 18 000 PADU en France, je crois. Nous, on propose au niveau de la conférence des doyens de redonner la main aux facs et aux coordinateurs de spécialité sur la régularisation de ces médecins. Il faut qu'il y ait un contrôle qualité, il faut qu'il y ait une évaluation, mais par contre, ceux qui sont déjà en France depuis de nombreuses années, il faut qu'on puisse les évaluer directement dans les facs avec des process peut-être un peu plus simples. En tout cas, sur ce qu'on appelle le parcours de consolidation. Monsieur Neuder, que nous allons recevoir, donc
peu de temps, annonce 2027, 50 000 nouveaux médecins. Vous êtes d'accord? Vous êtes capable de les former ou de les faire venir? Et dernier mot après de M. Garou. Alors, je n'ai pas réussi à décompter les 50 000 nouveaux médecins. Je pense qu'il y a beaucoup de choses très différentes. Je vous renvoie sur l'idée qu'il faut monter avec les moyens de le faire, en les territorialisant, et en ayant le bon sens de dire qu'il faut des moyens universitaires pour le faire. Les choses. Et dernière chose, je rebondis sur ce qu'a dit Anna, excusez-moi de monopoliser la parole, mais les sujets d'aménagement du territoire, de qualité de l'accueil en territoire. Moi, il y a 4 mois, monsieur Garot, il y a 4 mois, j'ai demandé à mon ARS, j'ai appelé tout le monde au secours parce que j'avais besoin de mettre des externes en territoire pour les mettre dans les cabinets de médecine générale. J'avais les MSU, j'avais les étudiants volontaires, il me manquait 100 logements étudiants en Occitanie-Est. Et ça, c'est majeur. Alors, un mot de Kylian pour l'équilibre démocratique entre syndicats, oui, allez-y. Oui, je suis complètement d'accord, la question du logement est fondamentale, et d'ailleurs, M. Garot parlait des incitations financières. Ce qui, aujourd'hui, intéresse un jeune médecin qui veut s'installer, c'est pas l'incitation financière. Il faut arrêter avec ce dogmatisme. C'est pas l'incitation financière. C'est la qualité de vie professionnelle, c'est le lieu où il va avoir envie d'exercer, c'est l'équipe pluriprofessionnelle avec qui il va pouvoir travailler. C'est vraiment la qualité de vie au travail et allier évidemment sa qualité de vie personnelle qui intéresse d'abord de savoir au médecin. Ce n'est pas de savoir s'il va toucher une prime de 50 000 euros s'il s'installe à tel ou tel endroit. De conclusion à M. Garot. D'ailleurs, les aides ne sont pas utilisées. Hein. Il faut le savoir, il y a un rapport de la Cour des comptes dessus. On a bien conscience avec Pascal qu'une heure pour tout traiter, c'est impossible. Alors, parce qu'il y aurait tout l'interpro à saisir peut-être aussi. Je pense que ça, on y reviendra. Bon. Monsieur Garot, le mot de la fin. Oui, d'abord merci de ce débat qui était, je trouve, de belle qualité et qui montre que on a du pain sur la planche. Moi, je n'oppose pas la régulation à l'incitation, les mesures de régulation aux mesures d'incitation. Je pense même que les mesures de régulation sont la condition d'efficacité de toutes les mesures d'incitation que vous avez les uns les autres présentées et auxquelles j'adhère pour une partie d'entre elles, bien évidemment. Vous savez, moi, j'ai été maire de Laval et s'agissant du logement des internes, j'ai été le maire qui a proposer une grande colocation à nos jeunes internes de l'hôpital pour justement être bien accueillis, se sentir bien accueillis et bien accompagnés dans notre ville de Laval. Mais ça n'a pas suffi pour qu'il y ait à l'échelle du département de la Mayenne, qui n'est pas un désert, comme certains le disent parfois, parce qu'on a de très bons services publics, on a de très bons lycées, on a le TGV qui nous met à 1h30 de Paris, vous voyez, ça va. Il nous manque juste des médecins. Ce que je veux dire, juste pour terminer, c'est qu'on doit avancer. En effet, on doit trouver des solutions, mais on doit surtout ne s'interdire aucune solution. Et la régulation de l'installation et de l'exercice médical est une des solutions, sans doute pas la seule, mais une des solutions pour qu'on puisse garantir que la République sera présente auprès de chacun dans notre pays. Et une République présente, c'est une République qui peut garantir qu'on aura tous un égal accès aux soins. Je rappelle juste une chose, citoyens français, nous payons tous les mêmes impôts, les mêmes cotisations sociales, donc on doit tous avoir le même accès aux soins. Allez, le dernier mot à Kylian, parce que sinon... Alors, la question de la formation est payée par les impôts. Non, attendez, parce que... c'est le dernier mot, c'est l'avant-dernier. Un dernier petit mot. Allez, rapidement. Un interne en médecine, c'est 150 000 euros d'économie pour l'État français. C'est 150 000 euros d'économie. C'est 59 heures de travail par semaine. C'est des gardes toutes les semaines, garde en week-end. Donc, non, il y a pas d'endettement, je dirais, de l'État sur la formation des professionnels. Ce qui ne contredit pas ce que dit M. Garot, tout le monde paye des impôts ou à peu près. Voilà. Fin de l'émission. On y reviendra sur tous ces sujets. De toute façon, ça fait longtemps qu'ils sont sur la table. Je pense qu'ils font pas terminer. Mais les contrepoints continuent. Oui, ça continue. Nous remercions vraiment nos partenaires qui permettent l'enregistrement de cette émission et tous les mois. Pasteur Mutualité, Care, Point Vision et Via Voice. On remercie les équipes Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T et l'équipe de Biosens. Et merci à tous de nous suivre. N'oublions pas Corentin, oui. Biosens sur le son. Merci de nous suivre sur la chaîne YouTube et aussi en podcast si vous voulez nous entendre en faisant du jogging, du vélo ou autre, en voiture. Ça existe aussi en podcast et sur YouTube. Merci de vous abonner parce que ça nous rend service et de diffuser cette émission.
sur lequel on va revenir. Tous les sujets, on y revient. Mon Renaud, on termine sur la devinette. Une petite phrase. Non, c'est pas une devinette, c'est une petite phrase que vous allez reconnaître, évidemment, parce que vous êtes tous et toutes cultivés. Vouloir est peu pour triompher. Il faut désirer ardemment. C'était Ovide. À la prochaine fois.